Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème « Quel apport de la presse congolaise dans la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude ?» J'ai sur ce plateau Jean-Chrysostome Nziona, il est rédacteur en chef print et web à Vox Media. Monsieur le rédacteur en chef, bonsoir. Bonsoir. Juste en face de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus, Asie Dominique de Marseille, journaliste et promoteur du journal Le Choc. Bonsoir. Bonsoir. Et à gauche de M. Chrysostome, nous avons M. Mermoz Babonga. Il est président de l'Association pour la défense des droits des consommateurs du Congo. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, j'ai M. Romik Okilas, journaliste à Top TV. Bonsoir. Bonsoir. La lutte contre les antivaleurs, donc la corruption, la concussion et la fraude, une préoccupation du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qu'il fait souvent savoir lors de ses allocutions à la nation. Les dernières en date, celle du 30 décembre 2017 et du 6 août 2018, où le président de la République a exhorté les parlementaires et les magistrats à s'impliquer davantage dans la dynamique de la lutte contre les antivaleurs, garantissant par la même occasion leur liberté de champ. La presse relais de l'information a-t-elle une partition à jouer dans la vision du chef de l'État, dans l'affirmative, quel serait son apport? Chers messieurs, l'introduction, vous l'avez entendu, la toute première question est celle de savoir que pensez-vous, chers messieurs, de l'environnement de travail de la presse au Congo? Monsieur Asie Dominique de Marseille. Bon, c'est un environnement qui marche qu'à un cas. On peut avouer qu'avec la nouvelle loi, la liberté de la presse, nous avons fait un bond prodigieux en avant. Le fait que nous avons atteint le summum voulu par la liberté d'expression, voulu par la démocratie, c'est quoi? Nous avons dépénalisé les délits d'opinion, ce qui est formidable. Autour de nous, il y a encore des pays qui arrêtent, jugent et mettent en prison des journalistes. Autour de nous, je ne cite pas les pays. Le Congo a fait exception à la règle, nous ne sommes pas nombreux. Au Congo, un journaliste qui commet un délit de presse est passible de poursuite judiciaire. Sa sanction, ce sont les amendes. Il n'y a plus de privation de liberté en matière de presse, ce qui est un bond très intéressant. Deuxièmement, par témoignage, un ami, David Yamogo, un Ivoirien, dit « Dominique, quand nous écoutons par satellite les médias congolais, mais que de liberté extraordinaire chez vous. Que de liberté, dire qu'un gouvernement ne vaut rien, ça passe chez vous. Dire le président de la République doit faire partie des ministres, ça va être chez vous. Critiquer ouvertement les institutions, vous avez fait un bond prodigieux que certains pays n'ont pas fait. Quand vous avez un témoin de l'extérieur qui félicite le niveau de liberté d'expression des journalistes congolais, ça vous fait chaud au cœur. Et pour moi, dans la pratique de la profession, l'environnement que nous avons est envié par les pays limitrophes qui n'ont pas les mêmes dispositions, le même environnement. Merci beaucoup, c'est votre avis, monsieur Jean-Chrysostome Nziona. Bon, l'environnement dans lequel les journalistes travaillent, du point de vue légal, la liberté est garantie. Mais c'est... Bon, je ne dirais pas qu'il y a des restrictions. Les journalistes, c'est vrai, ils travaillent et ils vont librement couvrir les activités. Mais le seul problème qui se pose, c'est que en face, la population, par exemple, a du mal à penser que nous sommes dans une liberté et que surtout les journalistes doivent être informés, donc doivent recevoir les informations pour qu'en retour, eux aussi informent. Souvent, les journalistes se disaient que non, je suis libre d'aller tourner telle information, mais quand il va, il trouve les portes fermées. Une barrière. D'autres personnes n'arrivent pas à les recevoir. Et c'est là où il y a la difficulté. Si tout le monde pouvait être conscient que les journalistes devaient travailler dans toute la liberté, non, le problème ne se poserait pas. Mais comme nous sommes dans le métier, pour le moment, nous travaillons librement, en dehors de quelques barrières que nous rencontrons ici et là, mais tout passe normalement. Cher Romik Okilas. Naturellement, on peut aborder dans le même sens. Il faut dire que l'environnement nous paraît favorable.
comme l'a évoqué M. Azé-Dominique de Marseille, et pour parler comme mon prédécesseur, effectivement, dans la pratique du métier, le journaliste est confronté aujourd'hui à des barrières dues certainement à un déphasage avec, entre le Congolais lui-même et le journaliste et notre métier. Tout simplement pour dire que les sources d'accès à l'information ne sont pas toujours libres aux journalistes du fait d'un problème culturel. Il faut dire que la démocratie est une culture et dans cette culture au centre il y a la liberté de s'informer. Alors le journaliste ne crée pas l'information. Le journaliste puise dans les sources. Mais les sources, ceux qui maîtrisent les sources, ceux qui remettent les sources, manquent aussi cette culture de la liberté, la culture de la notion de l'État, la culture de la notion du pouvoir, la culture de la notion sociale, dans la culture de la République, pour placer le journaliste dans son rôle. Parce qu'il n'est pas facile à toutes les administrations, par exemple, d'ouvrir les portes aux journalistes. J'en sais quelque chose, puisque je travaille là-dedans. Mais certains, cependant, ont compris, peut-être je vais le déballer ici, qui peuvent vous ouvrir, franchement. Les sources les plus sensibles, on vous ouvre. Mais ce sont ceux-là qui ont compris le rôle du journaliste dans la démocratie. C'est ceux-là qui ont compris l'importance du métier de journalisme dans l'éclosion de notre démocratie. Voilà. Merci beaucoup. Je me retourne du côté de M. Mermoz Babonga. Votre avis là-dessus, que pensez-vous de l'environnement de travail de la presse au Congo? De notre côté, nous avons également dit que l'environnement reste favorable en termes de liberté d'expression. Malheureusement, les professionnels eux-mêmes n'arrivent pas à bien profiter de cette fenêtre de liberté qui est ouverte devant eux. Parce que malheureusement, nous constatons, nous, en tant que consommateurs, qu'il y a quand même des dérapages. Et au sein des rédactions, on ne peut pas comprendre qu'on puisse ériger des barrières assez hautes d'autocensure. Vous envoyez une équipe sur le terrain pour aller couvrir une information. Lorsque l'équipe ramène l'information, le rédacteur en chef ou le directeur des informations dit non, ça nous ne pouvons pas diffuser. Donc, eux-mêmes, les journalistes, se créent entre des barrières de cette liberté pour pouvoir l'étouffer. Sinon, l'environnement, il est favorable. Est-ce que vous pensez que... Allez-y, allez-y. Dans le sens, abordé dans le même sens, il va inspirer quelque chose. Et ça, c'est fondamental. C'est dangereux, c'est cruel. C'est des choses que nous vivons. Nous sommes dans une grande corporation. Et donc, il y a des degrés aussi en matière journalistique. Il y a des degrés des journalistes, il faut le dire. Il y a ceux-là qui ont la culture de la liberté, qui exercent dans la liberté. Mais il y a d'autres qui m'étonnent. Ils sont les premiers. Moi, je vis ça au quotidien. Qu'est-ce que ça vous fait, par exemple, qu'un journaliste vous dise mon frère, le papier que tu viens de faire n'est pas bon parce que tu as critiqué tel ministère. Ça veut dire, ce journaliste est déphasé avec sa République, il trahit la non-connaissance du métier, il est hors jeu. Et c'est des journalistes dangereux, non seulement pour notre métier, mais pour la République, parce qu'ils ne maîtrisent pas leur rôle. Moi qui vous parle, j'ai vécu ça, on me dit, mais là, tu es l'administration indépendante parce que toi tu critiques. Ça veut dire, ils ne comprennent pas d'abord le sens du concept critique, alors que je faisais des analyses sur une politique, pas sur un individu. Alors, un tel journaliste ne peut pas faire avancer le pays. Voilà l'un des mieux que nous avons. Le collège de la enquête, il pose notamment deux aspects. Est-ce que le législateur congolais, sur le point de vue du droit, a saisi l'espace? On dit oui. Maintenant, le problème se pose, c'est un problème de droit à l'information et le droit de l'information. Le droit à l'information, c'est quoi? Le journaliste a droit d'aller chercher l'information. Il faut lui donner l'information. C'est le droit à l'information. Le public a droit à avoir l'information. Vous cherchez, vous traitez, vous donnez au public. C'est géré par le droit à l'information. Maintenant, le droit de l'information, c'est quoi? Cette science-là est régie par des normes. C'est là où le droit s'applique. Je reviens des reportages, je fais mon papier, je respecte ce que j'ai appris à l'école. Ça s'enseigne dans un droit qu'on appelle droit de l'information. Et en ce moment-là, le directeur s'en mêle, un tel s'en mêle, non, ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Ils boycottent là le droit de l'information. Et ce qu'ils ont soulevé, le consommateur a raison, il évoque le droit de l'information qui n'est pas respecté.
Le public a le droit d'avoir le bon plat. C'est comme vous êtes au restaurant, vous préparez une mauvaise nourriture, vous servez au public qui achète. Ils achètent votre journal, ils suivent votre télévision. Le plat est fade, il est morose, il est mauvais. Et vous êtes fiers de tenir ces restaurants. Voilà le problème, c'est celui-là. Alors, nous allons... Oui, allez-y. On dit, n'oubliez pas que je suis rédacteur en chef. J'ai été quand même épinglé. C'est moi qui envoie et quand je reçois... Non. Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Quand on a envoyé une équipe en reportage, l'équipe a travaillé. Quand elle revient, ce qu'on peut enlever, ce sont peut-être les injures. Voilà. Les injures, on les enlève. Ça, c'est un bon directeur, évidemment. Le papier, mais il faut que le public soit informé. Exactement. Romig l'a dit, le journaliste ne crée pas. Voilà. Il est allé, à moins que ce soit des injures, non, un tel injure, non, vous regardez, vous avez des grosses oreilles, vous avez... Non, ça on enlève. Mais ce qui relève de l'information, si c'est une autorité qui a commis une faute, mais la faute, si elle est judicieuse, elle doit être dite. Très bien. Donc, je pense que dire à quelqu'un que ça, vous ne publiez pas, non, c'est une façon, c'est une mauvaise façon de faire les cher choses. monsieur, le retour que certains téléspectateurs ou que nous avons de certains consommateurs des produits de presse reprochent le journaliste congolais de ne pas s'impliquer davantage dans le traitement des grands dossiers. Cela donne l'impression, et cela va vous étonner d'abord, d'ailleurs, d'une presse orientée par le politique. Le cas de la crise du poule, par exemple. Qu'en pensez-vous et pourquoi, monsieur Mermoz? Oui, malheureusement, c'est une presse orientée dans la mesure où, sur certains sujets, nous ne sentons pas cette pédagogie que le journaliste doit faire pour pouvoir présenter les expliquer, aller jusqu'au bout, pour pouvoir apporter avec des faits qui sont factuels, qu'on peut vérifier, que voici comment ceci s'est déroulé. Malheureusement, on ne le sent pas. Hier, j'étais au siège, j'étais en train de regarder les journaux. Je peux vous citer ici quelques titres que j'ai vus, mais qui ne cadrent pas avec la réalité des choses. Est-ce que nous, en tant que consommateurs, nous avons besoin de ça? Parfois, nous sommes même mieux informés que vous qui nous servez l'information. Très bien. En ce moment-là, votre journal ne sert plus à rien. Si c'est une télévision, directement, quand ça arrive, on zappe, on va ailleurs, là où on peut s'informer, là où on peut recevoir quelque chose de nouveau par rapport à l'information que nous avons déjà sur le sujet. Donc pour vous, la presse congolaise, comme le dit tous les autres consommateurs des produits de presse, est pratiquement orientée, mais surtout par le politique. Généralement orientée par le politique parce que, disent-ils, quand ils vont avec le politique, ben, au moins, le déplacement est assuré. C'est ça qui tue votre profession, malheureusement. C'est pareil pour vous, M. Romig Okelas, le déplacement. Voilà, c'est très complexe. Je sais qu'il parle de Camorra. Là aussi, il y a un problème de passion du métier. Voilà, il faut être clair, il y a un problème de passion du métier. Parce que le journaliste, pour reprendre un ministre qui venait de communiquer sur la question intellectuelle là, en matière de gestion du pays, le journaliste se définit comme étant un intellectuel parce qu'il travaille dans les choses de l'esprit. Il y a lui et l'écrivain, et l'observateur de la société, et celui qui met en surface les mots qui minent la société. Mais lorsque ce journaliste perd cette passion, qu'est-ce que il devient? Il se réduit en asticot. Il est à la merci des courants, il est à la merci des lobbies. C'est ce que nous vivons. Donc ça demande une conscience professionnelle, un engagement personnel et responsable. Alors, mais vous avez parlé des dossiers, certes. Mais oui, il y a des dossiers qu'il faut traiter avec tact. Je vous prends sur l'exemple. Nous avons un criminel dans le pays, la police s'est déjà lancée dans la chasse de ce dernier. Moi, je publie l'information. Mais il faut que je sache à quel niveau j'arrête mon information. Parce que c'est toute une kyrielle de malfrats qui doivent tomber dans le filet. Un est déjà tombé. Mais si je continue avec une telle information pour dire X, Y est par là, le malfrat va me suivre. Une fois qu'il m'a suivi, je le désaxe. En ce moment-là, je désaxe la procédure. Donc, je peux retarder même les enquêtes policières. Et c'est pourquoi vous avez constaté dans le monde, la chasse de Ben Laden a duré, a perduré, du fait de l'implication de la presse. C'est bien, c'est là où le métier devient complexe. Un journaliste vous dira, il est là à Tora Bora, un autre là-bas. Mais Ben Laden le suit. Il change les pistes. En ce moment-là, ça retarde. Donc, quelque part, la presse est appelée à travailler donc
en synergie avec certains services. J'ai pris un exemple de la crise du pool. Est-ce que vous pensez que la presse congolaise a eu droit à s'exprimer librement au sujet de la crise du pool, ou que la presse congolaise a été orientée par le politique et que la presse congolaise n'a dit que ce que le politique voulait entendre? Il faut que la crise du pool mettait au franc des militaires et Ntoumi avec son monde. Le milieu est un milieu de guerre. L'information, ça se passe dans une région. Ceux qui communiquent, c'est ceux qui sont en fait l'information. Voilà pourquoi, en ce moment-là, le droit à l'information doit primer. C'est-à-dire, l'autorité qui gère l'information devrait informer régulièrement la presse pour qu'elle fasse le relais. Il n'est pas facile aux journalistes congolais d'aller couvrir la guerre dans le pool. Nos journalistes de guerre, ils ne sont pas nombreux. Il s'agit un fait de guerre. On peut prendre un autre dossier comme les disparus du beach. Là, ce n'est pas un fait de guerre. C'est un fait qui s'est passé. Aucun journaliste congolais n'a le courage d'aller enquêter pour savoir comment ça s'est passé. En gros, tu poses un problème qui est capital. Je m'excuse de le dire. Je l'ai toujours dit sur les plateaux. Je me fais tuer à l'Akiri. La presse congolaise souffre d'une lâcheté incroyable. Une lâcheté. Elle choisit, elle a peur. Quand on dit procès, qui va aller couvrir? Quand on dit affaire du qui va aller couvrir? La peur tient les rédactions. J'en parle, je suis déjà doyen. Dans mes 4 ans, je m'en vais à la retraite. La peur tient les rédactions. On arrive, on ne peut pas. Le 4 mars, on ne peut pas. Et quand nous ne pouvons pas, la conséquence, c'est que RFI peut, la Voix de l'Amérique peut. Et ils se mettent à diffuser. Ça se passe en pilote le 4 mars pour avoir le bilan, pour avoir les conséquences. Nous attendons RFI à 6h30. Ça se passe à 0 mètre du journaliste congolais. Il attend à 8000 km du Congo, c'est la France, que RFI nous diffuse ça. Pourquoi? Le journaliste congolais n'est pas courageux. Il n'est pas courageux du fait qu'il y a une pression politique en face. On a peur qu'ils disent la vérité. Or, au piment de l'emprisonnement, il faut qu'il arrache cette peur-là. On ne sait pas la liberté comme sur un plateau. Partout dans le pays du monde, la liberté s'arrache. Ce n'est pas nos indépendances qu'on a données comme un cadeau. La liberté dans tous les pays, elle s'arrache. Et comme le journaliste veille sur la vie des citoyens, n'importe qui a peur de donner le bilan de Mpila, l'affaire des disparus du beach, l'affaire du... Donc tous les grands dossiers, des grands dossiers qui minent le Congo, le journaliste congolais ne parle pas. Nous avons l'information à travers des RFI. Et ça, c'est blâmant pour le journaliste congolais. Le fait de manquer de courage. Donc ce métier nous a dit, si vous voulez faire un visionnaire d'investigation des grands faits, la première des choses, c'est d'accepter le courage. Il faut être courageux. Courageux de braver un gouvernement. Courageux de braver un pouvoir. Courageux de montrer que ça va mal et donner des preuves. Le problème, c'est que, comme le consommateur l'a dit, ce n'est pas la fin de faire des titres ronflants à l'intérieur, il n'y a rien. Ça, c'est la faute du journaliste congolais. Il effleure le dossier, il n'est pas dedans, il écrit n'importe quoi. Le titre est gonflant quand vous allez. C'est une escroquerie intellectuelle. Le gars achète le journal, dedans, il n'a rien. Il a effleuré, il dit qu'il en a parlé. C'est le manque de courage. Donc, l'autre raison, c'est celui qui détient l'information ne peut pas communiquer avec la presse. On me dit, il y a un détournement dans un ministère, je m'en vais, tout le monde ferme les portes. Asie est là, on ne va pas lui dire ça. Peut-être qu'il est venu pour enquêter sur. Or, le droit à l'information vous oblige de me donner l'information. Il n'aime pas. Et c'est cet entourage-là, on ne va pas rester qu'à définir ça. Vaut mieux aller dans le profondeur du sujet qui est intéressant. J'entends la contribution. Voilà à peu près, en gros. Nous allons arriver à la contribution, mais restons, oui. Notre rédacteur en chef print et web devrait dire quelque chose sur la deuxième question. Parce que Mermoz a dit que la presse est orientée. Non, moi je ne dirais pas qu'elle est orientée. Je pourrais dire qu'elle est limitée. Elle est limitée. Là, je rejoins ce que Aziz dit. Mais est-ce que je dirais aussi que la presse manque de courage? Là aussi, je ne dirais pas que la presse manque de courage. Nous revenons sur la question que nous avons abordée. Là, lui-même, bien qu'il dise que la presse manque de courage, mais quand il dit que non, devant un dossier, quand j'arrive, on me ferme les portes. En fait, pourquoi les gens attendent RFI? Et pourquoi on donne l'information à RFI qu'à nous? C'est aussi, je ne sais pas si on a cherché à savoir pourquoi. Parce que, regardez la guerre du pool. Il s'est posé un problème sécuritaire. Il y a eu des journalistes qui voulaient bien aller dans le pool, mais devant l'incertitude, on ne sait pas. Il y a eu des barrages. Déjà, ce n'est pas une guerre, on dirait, classique. Quand vous venez, même les miliciens là-bas respectent un peu les droits de l'homme. On ne sait pas, ce sont des miliciens. Quand vous vous travaillez pour un tel, on peut vous faire du mal pour rien. Donc, devant l'incertitude sécuritaire, c'est là où la presse congolaise a été un peu
en difficulté pour aller chercher l'information qu'il faut. Nous prenons l'exemple, il y a eu un confrère qui a été en prison. Et pourtant, il a publié un texte. Mais comme il était de l'autre côté, on a dit, ah non, bon. Mais moi, je pense qu'à ce sujet, peut-être que je vais chuter sur cette question de la guerre de poule. Il y a beaucoup à dire. Mais c'est un tableau qui nous permet de comprendre aussi notre métier. La synergie qui devait exister entre nous et les pouvoirs publics. Téné, lorsque un journaliste va en reportage, accompagné par la police dans le pot, que voulez-vous que le journaliste puisse restituer? Quelle collecte d'informations devait-il faire? Déjà, quand il arrive avec la police, la population détentrice de l'information est terrorisée, on est en période de guerre. Le journaliste lui-même aussi se sent exposé, parce qu'il est sur un terrain rebelle. Donc, c'est-à-dire que la collecte qu'il fera ne va jamais toucher les vraies informations. Vous avez soulevé quelque chose d'intéressant. Voilà. Lorsque vous écrivez votre papier, est-ce que vous dites sous réserve des conditions dans lesquelles vous avez tourné ce reportage? Naturellement, parce que les images parlent. Ça, je le dis aux décideurs. S'ils veulent avoir les vraies informations sur une question, s'il vous plaît, emmenez le journaliste à aller seul. Le journaliste, quand il va seul, la population lui fait confiance. Parce que c'est une voix des sans-voix. Le journaliste va toucher du doigt la question, il viendra, mais il n'a rien à foutre avec. Lui, son problème, c'est se diffuser l'information. Il va faire le traitement de l'information. Ce qui fait mal, on ne le dit pas. Quand je dis ce qui fait mal, il ne peut pas vous donner des informations qui suscitent la clameur publique. Mais malheureusement, on ne nous permet pas aussi de faire un tel travail. Nous allons avancer avec M. Mermoz et puis on va passer à la suite. Vous n'allez pas profiter du fait que c'était une question sécuritaire, que vous n'êtes pas allé au-delà de ce que vous devriez faire comme travail. Mais je vous assure, les accords de cessation des hostilités ont été signés depuis. Non, je dis avant. Depuis le 17 décembre. Non, je suis la guerre. Oui. Là, nous sommes en guerre, nous sommes en cessation des hostilités. Non, on établit la chose. Nous sommes encore là. Mais depuis là, en tout cas, aucun média nous a expliqué correctement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous pourrons faire tout un plateau sur ce sujet. On va avancer. On laisse finir. Il y a un reportage magazine qui a été diffusé, je crois, il y a 3 semaines, qu'on a pu s'informer surtout des exactions que les populations ont subies. Que nos médias, vraiment rien, aucune information. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup, cher monsieur. Lorsque je comptabilise le temps, il nous reste, on va dire quoi, 2 minutes pour introduire les 2 dernières questions que nous allons aborder après la pause. La question qui suit est la suivante. Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État, ne l'a pas dit nommément comme pour les parlementaires et les magistrats, certes. Cela empêcherait-il le journaliste congolais à faire corps avec le président de la République dans la lutte contre les antivaleurs? Où se situe le débat selon vous, chers messieurs? Nous allons y revenir juste après ce que nous propose Christian Zedan Lignongo. Face au chevalier du micro et de la plume, le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption a tenu à lever l'équivoque sur certains préjugés portés sur sa personne et sur l'institution dont il a la charge de diriger, notamment sur le dernier rapport publié qui a épinglé un membre du gouvernement, en l'occurrence le ministre des Hydrocarbures. Monsieur Tikaya a été écouté. Je ne rentre pas dans les faits, il a été écouté. Abondamment écouté. Il a lu, il a signé son procès verbal avec la mention lu et approuvé. Sur la préoccupation qui consiste à ne saisir que les petits poissons au dire de la cité, voici la réponse du président de la commission. Est-ce que quand le secrétaire général de la commission lit un article sur la toile, est-ce qu'il peut décider qu'il y a lieu d'ouvrir une enquête? Apportez-nous les dossiers des gros poissons, comme vous le dites, parce que, semble-t-il, la commission ne croque que les criquets. Et les frétins, nous attendons ces dossiers. Et qu'en est-il du nombre des dossiers déposés en justice et pour quelle suite? Nous sommes soumis à l'obligation de réserve, comme on vous a dit. En décembre passé, nous avons envoyé des dossiers. Et dernièrement. Donc, ça ne sert à rien
de faire un inventaire. Fort de ce qui précède, il a noté que dans l'accomplissement de sa mission, la Commission est confrontée à des difficultés de plusieurs ordres. C'est à ce titre que les réformes annoncées par le gouvernement paraissent nécessaires pour renforcer davantage les pouvoirs de cette institution. Pour apporter des éclaircissements sur les missions assignées à la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, le Premier ministre a été face à la presse ce 31 août 2018. Il a circonscrit sa communication en 3 volets, dont l'indépendance et les faiblesses de cette commission. La faiblesse que nous pouvons reconnaître, c'est peut-être de ne pas lui doter souvent d'assez de moyens financiers pour pouvoir faire des missions. Mais nous avons ces derniers temps essayé de la soutenir, pour lui donner quelques moyens pour qu'elle puisse assurer cette investigation. Clément Mwamba a également évoqué la question de la présomption d'innocence, tout en reconnaissant le pouvoir d'exercer de cette institution. Sur la présomption d'innocence, mais oui, c'est un principe important de droit. Les gens qui sont entendus par la commission, ils ne sont pas encore des accusés. Ils sont juste écoutés, auditionnés, ils ont leur liberté et il faut bien que le juge, en dernier ressort, dise que telle ou telle personne qui a été auditionnée a posé un acte susceptible d'être, et leur permettre de pouvoir mettre la personne en examen. Et dernièrement, j'avais rendu visite à cette commission. Je leur ai dit que leur mission était très délicate, parce qu'il s'agit de travailler sur les ordres. C'est des gens qui ont besoin de respectabilité. Ils ne doivent pas aller dans des excès. Il leur a imposé beaucoup de droiture, beaucoup de rectitude, beaucoup de respect de leur propre texte qui les régissent. Le droit de réserve, c'est leur capacité à savoir se taire. La Commission nationale de lutte contre la corruption ne subit aucune injonction du gouvernement, a-t-il poursuivi. Toutefois, pour renforcer ses capacités, elle sera dotée d'un nouveau cadre juridique dans un proche avenir. C'est un décret qui avait créé la Commission. Demain, ce sera une loi. Même le mode de désignation de gestionnaire de cette commission, je n'anticipe pas sur la volonté du Parlement qui décidera, mais nous comptons faire des propositions audacieuses. Je n'ai pas besoin de donner le contenu. Même le choix de cadre va changer. Notons que cette communication intervient 3 jours après le point de presse animé par le président de la dite commission qui a éclairé sur la publication de son dernier rapport. Avant de prendre les avis de ces messieurs sur ces 2 reportages que venait de nous proposer Christian Zedong Longo, je vous propose, cher monsieur, de prendre une petite pause de 2 minutes, histoire de boire un peu d'eau, et on revient pour ce débat. À tout à l'heure.